Cette semaine, à Église en sortie, on parle du plus récent numéro de la revue Relations avec Frédéric Barriot. On vous présente un reportage sur le rassemblement annuel 2019 de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem à Montréal et on s'entretient du plus récent numéro du magazine Le Verbe avec son rédacteur en chef, Antoine Malenfant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter du plus récent numéro de la revue Relations. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Frédéric Barriot. Bonjour. Bonjour. Frédéric Barriot, vous êtes responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi, centre qui est bien évidemment lié aux Jésuites du Canada et à cette revue Relations, plus récent numéro du mois d'octobre que j'aimerais feuilleter avec vous, en discuter des thèmes qui sont abordés dans cette revue. Mais pouvez-vous d'abord peut-être nous situer là, la revue Relations, le lien avec les Jésuites et les thèmes? Pouvez-vous nous parler de la mission de la revue Relations? Oui, mais la revue Relations, en fait, elle a été fondée en 1941 par les Jésuites du Canada, donc vraiment au moment où émergeait donc vraiment cette troisième voie entre le libéralisme et le socialisme, donc à la recherche d'une troisième voie, donc vraiment d'un christianisme social très incarné dans les luttes sociales. Elle est aujourd'hui éditée par le Centre Justice et Foi, qui est le Centre d'analyse sociale des Jésuites du Canada. Il faut comprendre que dans les années 70, le père Pedro Arrupe, donc le supérieur général des Jésuites à l'époque, avait fait de l'engagement pour la justice vraiment l'axe fondamental, l'axe vital vraiment de la présence jésuite au monde. Et donc, évidemment, il y a tout le temps eu des lieux d'études et de recherche et de même de très haut savoir au sein de la Compagnie de Jésus, mais ce qui était recherché avec ces centres d'analyse sociale, c'est bien entendu d'être solidaire des luttes populaires et surtout de faire un travail, un savoir populaire qu'on fait remonter vers le haut. On est à la fois une revue d'analyse, donc dans la logique du voir, juger, agir, bien sûr, mais en même temps engagé dans des pratiques de solidarité avec les personnes qui vivent cette pauvreté-là et qui vivent ces oppressions-là, qui vivent vraiment ces exclusions-là. Et donc, justement, c'est de ces instruments d'analyse, il y a la publication de la revue Relations, dont on est rendu au numéro 804. Alors, c'est vraiment une riche histoire. Vous avez parlé de la scène municipale. Peut-être c'est un retour aux sources que vous faites dans ce numéro d'octobre, puisque vous traitez de cette question-là de la ville, les défis d'une ville solidaire. Bon, c'est le titre de la revue. J'aimerais qu'on la parcourt ensemble. Quelles sont, selon vous, la scène municipale aujourd'hui? On le sait, dans un monde globalisé, les villes prennent... il y a une dimension qui se déploie, une nouvelle dimension, là, les villes-mondes et tout ça. Il y a beaucoup d'enjeux liés à ça. Alors, comment est-ce que vous traitez justement ce thème de la ville dans ce numéro? Je dirais vraiment, le chrétien que je suis, on fait une double démarche. Et si on est dans la démarche aussi, donc le pape François n'arrête pas de parler des périphéries, donc d'une part, et d'autre part, à travers le regard qui est celui, le prisme qui est celui de l'enseignement social de l'Église, l'option préférentielle pour les pauvres. Il se passe quoi dans nos grandes villes mondialisées, dans nos grandes métropoles? Il se passe que le centre, finalement, le cœur des villes, à la faveur d'une gentrification, les gens qui habitent ce centre-ville-là, finalement, donc les gens appauvris sont repoussés de plus en plus vers les marges. C'est vrai à Montréal. On le voit dans la vieille ville de Québec, une ville que vous connaissez bien, dont vous êtes originaire. Donc, vraiment, entre la porte Saint-Jean et la porte Saint-Louis, on est rendu avec une ville, finalement, qui est rendue presque morte. Je voyais une manchette dans laquelle on disait qu'il n'y avait plus un seul enfant dans la vieille ville de Québec. C'est ça qui est en train de se produire essentiellement. Des villes qui sont souvent assaillies par les touristes. Assaillis par le tourisme, mais surtout assaillis donc par les spéculateurs immobiliers. Donc, c'est le boom du condo, c'est le boom des investissements depuis la crise de 2008 et à la faveur, donc ce qu'on observe en fait, c'est que les investisseurs, investissent beaucoup dans l'immobilier. L'immobilier, mais pas, on entend, donc, il se produit essentiellement ce qu'on appelle la gentrification. Donc, ça veut dire que les quartiers centraux, finalement, sont de plus en plus dévolus aux condos. Donc, il y a une gentrification qui va repousser les personnes appauvries toujours vers les marges.
Donc, tous ces projets de revitalisation urbaine qui peuvent avoir une valeur en soi. Mais le problème, dans la façon dont la plupart des grands projets sont pensés, un exemple très patent ici à Montréal, ce fameux projet du 1540, hein, le projet Royalmount. Donc, on prévoit un projet immobilier, mais un projet vraiment qui va ressembler aux 10-30 qu'on a près de chez moi sur la rive sud. Mais on n'a absolument pas prévu, les impacts environnementaux que cela va avoir, parce que qui dit un tel centre commercial et un tel développement va amener donc un afflux. Deuxièmement, ce projet-là va jouxter deux quartiers parmi les plus pauvres de la ville de Montréal, Côte-des-Neiges et également Parc Extension. Le même quartier Parc Extension qui vient. Donc, c'est un peu ça qui va faire en sorte que ces quartiers-là vont être inabordables et qu'il y a une partie de la population qui devra s'exiler d'une certaine façon. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça qui est en train de se produire. Quand le pape François nous parle de marge et de périphérie, c'est un peu ça. C'est cette gentrification. Donc, on attire donc une clientèle de choix qui a les moyens de vivre dans ces quartiers-là, mais il y a une homogénéisation sociale. C'est essentiellement une bonne bourgeoisie, mais aussi une homogénéisation ethnique, là, parce que ceux qui sont repoussés toujours plus loin dans les marges, ce sont souvent des personnes issues de l'immigration, des migrants et réfugiés. Donc, plus vulnérables. Voilà, donc c'est l'antithèse finalement de ce que devrait être une ville qui favorise au contraire donc une mixité sociale, une mixité ethnique. Quand le pape François nous dit diriger des ponts plutôt que des murs, bien, ce qu'on observe, je reviens à la métaphore de la vieille ville de Québec finalement, c'est comme si les cœurs de nos villes redeviennent des cités médiévales fortifiées où finalement, il y a ceux qui y ont accès et il y a des populations indésirables qu'on repousse plus loin au mar. Des murs économiques qui sont érigés d'une façon en dessous de la table, d'une certaine façon, parce que ça n'apparaît pas nécessairement aussi évident qu'une mur ou une clôture. Pouvez-vous nous dire un peu, là, vous avez manifesté certains défis auxquels font face nos villes pour garder cette optique solidaire, là. Quels sont les différents moyens qui peuvent être mis de l'avant pour justement faire face à ces défis? Bien, justement, de bien penser. Donc, tous ces projets d'amélioration urbaine. On a un article, par exemple, sur l'éco-gentrification. De quoi on parle? On parle donc de développer des espaces verts. En soi, c'est une excellente chose en contexte de changement climatique, donc en contexte, bien entendu, d'enjeux de santé publique. Donc, créer un espace vert. Mais souvent, on va développer cet espace vert-là dans un faubourg populaire, dans un quartier. Donc, à la fois, c'est une bonne idée, mais immédiatement après la mise en place de cet élément-là, que ce soit un parc public, l'un des problèmes, c'est que ça va encore une fois attirer donc une nouvelle gentrification. Donc, on parle à Central Park à New York, ça fait monter les condos qui jouxtent ce territoire. Et, voilà. Et le Mont-Royal à Montréal et même le parc Maisonneuve. Donc, de plus en plus, les gens sont repoussés aux marges. Donc, d'abord, il y a s'assurer que tous les projets de revitalisation urbaine et aussi donc de développement d'espaces verts ne jamais perdre de vue les personnes qui vont en être les premières. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des leviers fiscaux. Hein, il y a des leviers économiques dont on peut disposer pour favoriser un plus grand accès à la propriété, mais aussi développer des logements sociaux pour s'assurer que les personnes, pour s'assurer bien entendu que les personnes appauvries ne soient pas toujours repoussées plus loin, voire même à la banlieue avec tout ce qui est... Voilà. Si vous aviez peut-être un exemple à Montréal, bon, vous avez parlé justement de parc extension et tout ça, un lieu à Montréal qui respecte davantage peut-être votre vision du développement urbain à Montréal, quel serait-il? L'un des articles du dossier fait référence, par exemple, au cas de Rosemont, au cas du quartier Rosemont, donc, qui a vécu effectivement une certaine gentrification. On le voit avec la promenade Masson. Ce qui est soulevé par l'auteur ici, c'est qu'on a réussi à faire une gentrification sans remplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a attiré une classe moyenne de professionnels dans ce qui était ce qu'on appelait les shoppingus quand j'étais petit, donc les ateliers ferroviaires de l'époque. Donc, ça a été transformé en bonne partie, converti en condos, mais sans que ça ait mené donc à une expulsion donc, des résidents de Vieille-Dague du quartier Rosemont. On maintient aussi une offre de logements abordables. Ça veut dire aussi qu'on maintient, on s'assure bien entendu que l'accès à la propriété soit possible, mais ça veut dire qu'on s'assure aussi de maintenir un parc locatif. Parce que l'un des problèmes flagrants, et ça c'est vrai à travers tout le Québec finalement, et même à travers le vaste monde,
qu'il y a une propension grandissante de propriétaires donc de blocs à appartements, donc en expulser les locataires pour les convertir par la suite en condos. Donc, repoussant. Donc, il y a vraiment eu un maintien, justement, donc des politiques d'accès à la propriété pour les ménages à revenus modestes, mais aussi un maintien donc, de logements sociaux et de loyers abordables dans ce quartier. Alors, pour nos téléspectateurs qui voudraient approfondir ou en apprendre davantage là, sur la revue de Relation ou le Centre Justice et Foi, là, comment on s'y prend? cjf.qc.ca, donc où on voit les différentes activités du Centre Justice et Foi. Hormis la revue Relation, hein, nous avons notre secteur Vivre ensemble qui touche aux enjeux liés immigration, pluralisme, qui publie d'ailleurs un petit webzine. Sinon, nos activités publiques, dont justement un colloque sur la ville juste dans le sillage par ailleurs de ce numéro-là qui a eu lieu le 6 octobre dernier. Très bien. Alors, Frédéric Barriot, je rappelle que vous êtes responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi qui s'occupe de la publication de cette revue Relations. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. De notre côté, on va aller voir un reportage sur l'investiture canadienne de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem qui a eu lieu à Montréal. Alors, je suis Luc Harvey, je suis le lieutenant de la lieutenance de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem pour la lieutenance du Canada-Montréal. Alors, la mission générale de l'Ordre, c'est fort simple. Il s'agit de récolter des deniers et assurer une vie spirituelle à nos membres. Les deniers vont pour les œuvres du patriarcat latin de Jérusalem. Alors, c'est pour la survivance des chrétiens en Terre Sainte. Il y en a moins de 150 000 actuellement. Alors, nous, on a des écoles primaires, secondaires, techniques. Alors, on soutient tous ces gens-là pour qu'ils puissent avoir accès à l'éducation et à l'instruction chrétienne. Alors, il s'agit d'un événement annuel dans chacune des lieutenances. Mais pour la première fois de notre histoire au Canada, les 5 lieutenances du Canada, à la demande du Grand Magistère et du Grand Maître, se sont réunies pour la première fois. Alors, pour cette fois-ci, toutes les lieutenances du Canada, alors Canada-Montréal, Canada-Québec, Canada-Halifax, Canada-Vancouver et Canada-Toronto, nous avons cette fin de semaine en commun pour investir des nouveaux membres, des chevaliers et des dames de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Vendredi soir, il y a eu d'abord un concert avec Mme Nathalie Choquette, qui est une soprano de grand talent, de réputation internationale. Alors, ça a été en quelque sorte le coup d'envoi de nos 3 jours de festivités et de cérémonies. Alors, aujourd'hui, ce matin, nous avons eu la messe commémorative pour tous les membres de l'Ordre au Canada qui sont décédés en cours d'année. Et cet après-midi avait lieu ce qu'on appelle en anglais de vigile, mais en français la veillée d'armes, qui est en fait la cérémonie d'engagement des nouveaux chevaliers et dames. Et ça inclut également un évêque, des prêtres, des dames et des chevaliers. Alors dans l'Ordre équestre, ce qui est intéressant, c'est que dès 1850, le pape Pie XI a ouvert l'Ordre aux femmes, ce qui était nouveau à l'époque. Ça veut dire que nous, maintenant, on a des chevaliers qui sont des hommes et des dames qui adhèrent à l'ordre, et des prêtres et des évêques. Alors, c'est un ordre qui inclut tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment l'engagement formel, prise devant les membres, devant notre grand prieur à Montréal, Monseigneur Lépine, et le cardinal Collins, le grand prieur de Toronto. C'est leur engagement, c'est une prise de conscience de leur engagement, et ils savent que demain, ils seront investis. Ça remonte à une tradition millénaire. C'est que la veille des grandes batailles, avant d'être adoubés, les chevaliers avaient une nuit de prière. Alors, c'est ce qu'on appelait la vigile à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça la vigile ou la veillée d'armes. Mais c'est remplacé par un moment de prière ensemble où les gens sont appelés à réfléchir sur le sens profond de leur engagement et demain, ils seront investis dans l'ordre. Ce soir, on a ici un petit dîner avec une conférence qui est donnée par Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, qui est archevêque du patriarcat latin de Jérusalem. Il est pro-grand prière de l'ordre. Alors, il s'agit également de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Alors, il va entretenir également des projets qu'on a en Terre Sainte et que le grand magistère a avec eux du patriarcat. Suite à ça, un dîner qui nous rassemblera en toute amitié. Alors, suivra demain
une grande journée avec une conférence plénière en avant-midi, un déjeuner à l'hôtel Reine-Élisabeth, où tous nos congressistes, qui sont presque 200, à être inscrits du Canada, des États-Unis et d'Europe, auront l'occasion d'entendre deux conférenciers. Le cardinal Collins, qui est grand prieur de la lieutenance du Canada-Ontario, et également Tom Pogge, qui est le vice-gouverneur général de l'Ordre en Amérique du Nord. Demain après-midi, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur, aura lieu l'investiture officielle de tous nos nouveaux membres, sous la présidence du grand maître de l'Ordre, son éminence révérendissime, le cardinal Edwin Frederick O'Brien. Bien, disons que la présente année, j'ai été désigné et installé lieutenant de l'Ordre en septembre dernier, il y a maintenant près d'un an. Alors, la première année a été une année assez occupée puisque nous avions le mandat à Montréal d'organiser cet événement extraordinaire historique, c'est-à-dire l'investiture nationale canadienne, la première de notre histoire. La deuxième année, que j'entreprends aujourd'hui, sera une année où on fera un peu de développement. On essaiera de faire davantage de recrutement. Vous avez vu aujourd'hui, on a près d'une quarantaine de personnes qui seront investies demain dans l'ordre. À Montréal, il y en a 4, 2 dames et 2 ecclésiastiques. Alors, je suis bien faire. Il y a mon épouse également qui devient dame demain. Mais ce qui est important, c'est de retenir que nous avons la mission non seulement de maintenir l'ordre, mais de développer l'ordre. Alors, il faut intéresser une jeunesse pour faire un rafraîchissement dans nos membres et donner un nouvel élan à l'ordre, parce que la mission est passionnante. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler d'éducation et pour en discuter, nous avons avec nous en studio Antoine Malenfant. Bonjour. Bonjour, Francis. Antoine Malenfant, on te connaît puisque on t'a reçu plusieurs fois à l'émission. Tu es le rédacteur en chef de ce magazine Le Verbe, dont on a eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises. Et j'aimerais justement aujourd'hui qu'on puisse le feuilleter ensemble, le parcourir. Bon, peux-tu nous parler d'abord pourquoi l'éducation? En quoi c'est pertinent d'en parler aujourd'hui? Bien, c'est toujours pertinent d'en parler depuis les tout débuts de l'humanité. Sujet amené, sujet posé, sujet dit. Alors, depuis toujours, finalement, à partir du moment où il y a une culture, à partir du moment où il y a quelque chose à transmettre et à recevoir, c'est une question qui est pertinente. On le voit encore plus ces temps-ci dans l'actualité. L'automne a été riche en actualité éducative, spécialement au Québec, où il y a tous ces bouleversements qui s'en viennent, entre autres dans les structures gouvernementales. Les commissions scolaires sont en jeu, etc. C'est une des priorités de François Legault. D'ailleurs, il en avait fait une promesse. Il semble-t-il qu'il est en train de la réaliser. Notre dossier ne s'inscrit pas dans des enjeux aussi précis ou aussi, disons, des circonstances là, aussi... La mécanique politique. C'est ça, on n'est pas là. On essaie de prendre un peu d'auteur. On essaie tant bien que mal, mais je crois qu'on réussit assez bien dans ce dossier-là et j'en suis très fier. Bien justement, est-ce qu'on peut le parcourir? D'abord, le magazine là, qui s'adresse plus à un public chrétien averti, parce qu'il y a le deuxième qui est plus pour un public général. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard. Peux-tu nous le présenter? Là? Quels sont les articles? Bon, alors, on garde un peu toujours la même structure qu'à l'habitude, avec quelques petits articles au début, là, des mises en bouche, puis ensuite on rentre dans le vif du dossier avec une présentation du dossier où je présente je propose au lecteur de sortir de la logique du système. Quand on parle d'éducation, on parle souvent de système d'éducation. Le dossier ne se situe pas du tout dans ces enjeux-là. Essaie de présenter... quand on parle d'éducation, on est devant le mystère d'une personne, et l'enfant, en l'occurrence. Et on essaie, tant bien que mal, de lui transmettre ce qu'on a humblement reçu. Où on fait le tri dans ce qu'on reçoit des fois et on essaie de redonner au suivant. Alors, c'est un peu ça la réflexion que je propose dans l'ouverture du dossier. D'entrée de jeu, dans le dossier, il y a un article que je recommande à tous les lecteurs. C'est une espèce de témoignage qui est proposé par Charles et Sarah Tessier. Il y a plusieurs familles catholiques qui connaissent ce couple-là. Ils sont dans la région de Portneuf, si ma mémoire est bonne.
Ils tiennent chaque année un camping des familles où il y a des centaines de personnes qui se joignent à eux durant quelques jours. Il y a des temps de prière avec les enfants. Il y a tout un apostolat qui est vécu là. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Je mets un peu en contexte. Ce couple-là ont décidé de faire l'école à la maison et ils témoignent dans cet article-là de leur expérience. Mais attention, quand on entend école à la maison, tout de suite, on a certains a priori ou des préjugés, des idées préconçues qu'on peut avoir sur ce mode d'éducation-là. Fermeture, manque de socialisation. Exactement. Il y a toutes sortes de lacunes qui pourraient être rattachées à cette façon-là de transmettre. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on perçoit dans leur témoignage. On brise les stéréotypes. Complètement. Ils ont une ouverture au monde qui est fascinante. D'ailleurs, ce camping des familles en est la preuve. Ils accueillent à bras ouverts toutes sortes de monde. Et leurs enfants, quand il vient le temps de décider, ce n'est pas du tout une décision qui est dogmatique ou qui est rigide. C'est un discernement et c'est la grande fraîcheur, la grande nouveauté qu'on peut lire dans cet article-là. C'est un discernement qui se fait pour chaque enfant. École à la maison. Après, j'imagine qu'on va peut-être au niveau plus philosophique aussi. Il y a des articles qui proposent la réflexion de Catherine Lécuyer, qui est une grande spécialiste. Elle est établie en Espagne, traduite dans plusieurs langues. Ses livres sont des best-sellers, qui nous a généreusement offert un texte, en fait, en exclusivité en version française, un texte qui avait été publié dans El País en Espagne. Et là, on a la joie de publier la version en français pour la première fois ici. Donc, c'est une femme qui a énormément réfléchi sur l'éducation, sur la pédagogie, et elle propose de laisser les enfants être des enfants. On a des fois des exigences qui sont démesurées ou une façon de concevoir l'enfant qui n'est pas du tout dans l'axe de l'émerveillement. Elle fait beaucoup la promotion de l'émerveillement chez l'enfant. Et ça fait écho aussi à un texte tout de suite après dans le dossier qui parle de Maria Montessori, Charlotte Mason, qui est un peu moins connue ici, on connaît plus Montessori, mais qui ont un peu la même philosophie, c'est-à-dire laisser les enfants ont cette capacité d'émerveillement-là. Ils l'ont, c'est inné, ils sont curieux. Alors, il ne faut surtout pas éteindre ça. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas élever les enfants, mettre à leur disposition des éléments qui vont les tirer vers le haut, mais il faut toujours avoir en tête qu'ils ont cette capacité d'émerveillement-là qui leur est propre. Un arrêt aussi sur le philosophe Søren Kierkegaard. Aussi. Oui, c'est une très belle proposition de notre collaborateur Maxime Valcourt-Blouin qui s'inscrit dans la chronique classe de maître. On aime bien présenter des auteurs, des penseurs chrétiens, des fois en lien avec le dossier, des fois pas. Dans ce cas-ci, ça s'inscrivait très bien. C'est un homme Kierkegaard, qui a beaucoup réfléchi à l'éducation et à la place du chrétien comme éducateur dans l'éducation. Et ça fait un texte très enrichissant au niveau philosophique. Je vous invite à le lire. Et on parle aussi de Charles de Coninck, qui est un philosophe de chez nous. Ah, oui, et là, on se rapproche d'ici et Maxime Valcourt-Blouin a beaucoup étudié l'œuvre de Coninck. J'oserais dire qu'il en est même un spécialiste. Et en tout cas, un mordu, assurément. Et il nous présente, c'est très intéressant, comme une peinture, 5 bonnes idées à voler à Charles de Coninck, si on peut dire, et à s'approprier finalement pour devenir des meilleurs éducateurs. Ça va, la liberté de la famille, par exemple, qui doit être primordiale et défendue en tout temps. La valeur des humanités qu'il faudrait... redécouvrir assurément. Éduquer pour faire des humains, c'est-à-dire avoir une vision intégrale, holistique de la personne, pas simplement transmettre des connaissances, mais avoir en tête pas seulement l'intellect, mais aussi l'esprit de la personne qui est devant nous. Et toute la question d'un bon maître, qu'est-ce qu'un bon maître ou une bonne maîtresse, car c'est beaucoup le cas dans nos classes. Jusqu'à maintenant, les réactions du lectorat? Enchanté. Évidemment, les lecteurs nous écrivent. D'ailleurs, s'il y en a parmi vos auditeurs, vos téléspectateurs, je les invite à nous écrire un petit mot. On est assez disponible. Là. On est sur Internet, sur les réseaux sociaux et on se fait toujours un plaisir. D'ailleurs, on a toujours une section courrier du lecteur où on peut avoir des échanges avec notre lectorat.
un deuxième magazine, Oui. celui-là plus grand public, Oui. pourrait-on dire, là, qui est distribué gratuitement un peu partout au Québec. Oui. Alors, justement, j'imagine que ça porte peut-être aussi sur l'éducation. Là. Comment vous Oui, allez on a aborder ça? élargi un petit peu, entre autres à cause de cette entrevue-là que mon collègue James Langlois a menée avec l'auteur-compositeur-interprète Philémon Simon, qui est, c'est un entretien qui ne s'inscrit pas dans le cadre restreint du thème de l'éducation, mais quand même qui convenait assez bien dans un dossier qui traite de la transmission. Alors, c'est un jeune homme de Charlevoix qui a à peu près notre âge, et qui a tout un parcours de musicien, bien sûr, mais aussi qui a toute une réflexion sur l'héritage, sur les racines, sur le terroir, on pourrait dire, très attaché à sa région natale de Charlevoix. Mais aussi par rapport à l'Église. Et ça, c'est assez rafraîchissant, je te dirais, Francis, parce que très peu d'artistes dans notre écosystème, disons... Sur la scène musicale, jeunesse. Exact, prennent la parole et de manière positive. Hein, on ne peut pas le qualifier de grenouille de bénitier, je pense pas. C'est pas quelqu'un qui va militer pour la foi catholique au Québec. Pas du tout. C'est pas du tout dans cet esprit-là qu'il le fait. Mais il témoigne de sa relation avec Jésus-Christ, et dans des mots très simples, mais très profonds à la fois, et de son rapport à l'Église, qui n'est pas du tout teinté d'amertume ou de ressentiment, comme on a pu constater parfois chez certains artistes. Alors, c'est très, très rafraîchissant de voir ce ton-là, finalement, dans un rapport à la fois au Christ et à l'Église chez un jeune artiste d'aujourd'hui. Alors, justement, ce magazine, Le Verbe ainsi que la revue, si nos téléspectateurs veulent se les procurer, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est tout simple. Le magazine se retrouve dans plusieurs points de chute, en fait, des centaines de points de chute à la sortie des commerces. Peut-être votre épicerie, votre pharmacie, il y a des bonnes chances que vous le trouviez. Sinon, en bibliothèque municipale, il est à plusieurs endroits. Sinon, c'est disponible par abonnement. Si vous vous abonnez, vous allez recevoir les deux. Et c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit, que ce soit dans la rue ou par abonnement. On encourage, on suggère aux gens de nous faire un don à la hauteur de leurs moyens, mais il n'y a aucune exigence, il n'y a aucune condition monétaire liée à l'abonnement. On vous invite à vous abonner gratuitement. Donc, on peut aussi retrouver la plupart de nos contenus sur le site web, le-verbe.com. Et évidemment, là-dessus, il y a ces contenus-là. Il y en a d'autres, des contenus exclusifs au web. D'ailleurs, un de nos collaborateurs s'appelle Francis Denis et rédige des contributions assez régulièrement. On l'en remercie. Et on peut aussi consulter notre balado. Alors, on a une émission de radio qui est diffusée sur Radio Ville-Marie et Radio Galilée, Radio VM. Et on a commencé d'ailleurs cet automne la version balado de cette émission-là. Donc, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus disponible. Et qu'on peut télécharger et écouter en faisant notre jogging ou la vaisselle. La vaisselle, oui, c'est ça, c'est mon cas. Alors, tout à fait. Alors, Antoine Malenfant, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de cette revue, magazine, émission de radio, blog. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout plaisir pour moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.celeslumières-tv.org. Merci d'avoir été des nôtres. Venez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.